Salut à tous, c'est Hallucination et aujourd'hui je vais vous raconter un trip sous L que j'ai vécu seul chez moi en isolation sensorielle. C'est un voyage introspectif et initiatique qui m'a permis de me libérer de certains troubles psychologiques et d'explorer de nouvelles sensations mystiques que je qualifierais même de transcendantales. Une expérience singulière à la frontière du tangible et du spirituel, plongée dans le noir absolu et le silence quasi total. Dans cette vidéo, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, je vais dire L ou acide au lieu du nom complet à 3 lettres de la molécule, pour ne pas me faire repérer par le bot YouTube. Je t'invite à faire de même en commentaire. Bon, j'espère que vous êtes confortablement installés et que vous avez du temps devant vous, car j'ai beaucoup à raconter de cette expérience et je pense que la durée de la vidéo parle d'elle-même. Sur ce, je vous invite au passage à vous abonner, on va dire que c'est encore et toujours ma monétisation psychologique. Je remercie tous ceux et celles qui me suivent, et bonne vidéo. Durant cette période, je commence de plus en plus à m'intéresser au psychonautisme sobre, c'est-à-dire tout ce qui consiste à explorer les états modifiés de conscience sans l'utilisation de substances psychoactives. Cela peut inclure des pratiques spirituelles, psychologiques ou physiques. Pratiquant déjà la méditation régulièrement, ainsi que différents types de souffle, je me suis donc dirigé vers ce qui m'intéressait le plus, à savoir la privation sensorielle. Cette dernière consiste à réduire les stimuli externes afin de plonger dans un état de relaxation profonde et d'introspection. En me renseignant, je commence à me demander qu'est-ce que cela donnerait d'ajouter une substance psychédélique à l'expérience qu'est l'isolation sensorielle. Je me mets donc déjà à réfléchir dans quelles circonstances et dans quel environnement je pourrais réaliser cette expérience. Je me dis d'abord que de la faire dans un centre spécialisé où se trouvent des réelles caissons d'isolation n'est pas la meilleure des idées, car avec l'ajout de la substance, c'est tout de suite moins accessible. Je souhaite aussi être dans un environnement qui me rassure, que je connais et où je me sens bien. Et donc un endroit qui m'est inconnu peut rapidement me plonger dans l'inconfort. Donc à la suite d'un long cheminement que je vous résume rapidement ici, je décide d'organiser ce trip en isolation sensorielle, chez moi, avec le matériel que j'ai à disposition. Le faire chez moi est personnellement la meilleure des options. Cela va me permettre, comme à mon habitude, d'organiser et de préparer soigneusement et selon mes critères personnels, mon set and setting. C'est-à-dire mon état d'esprit et mon environnement. Maintenant que j'ai déterminé l'expérience ainsi que le lieu dans lequel elle va se dérouler, je remarque que je n'ai pas de réel but précis. Je décide alors d'en trouver un. Je me mets à réfléchir et après quelques semaines, je finis par déterminer les aspects de ma vie sur lesquels je voulais vraiment m'améliorer. Parmi ces choses, il y a les TOC, l'acceptation, la méditation et l'addiction à certains désirs, comme aux réseaux sociaux et au téléphone par exemple. Je commence désormais à réfléchir à la substance et au dosage que je vais choisir. Pour la substance, mon choix se porte sur le L, car c'est la molécule avec laquelle j'ai le plus d'expérience et de connaissances. De plus, c'est celle que j'apprécie le plus, malgré la durée relativement longue de ses effets. À présent, pour ce qui est du dosage, ne sachant pas réellement la puissance que je vais ressentir en combinant privation sensorielle, méditation et psychédélique, je préfère m'orienter par sécurité vers un dosage plutôt léger, que je connais et que j'ai déjà expérimenté par le passé. Je pars donc pour 60 microgrammes de L. À présent, une fois que j'ai déterminé tous ces éléments clés, je me dis que ça serait bien d'essayer l'expérience d'isolation sensorielle sobre, afin d'être mieux préparé et de savoir en quelque sorte là où je mets les pieds. Donc pour commencer, je vais vous faire un rapide résumé du matériel à petit budget que j'ai à disposition. Je dispose d'un bandeau pour les yeux de couleur noire, plutôt confortable et masquant toute lumière extérieure, ainsi qu'un casque anti-bruit. Ces deux outils essentiels me permettent de me priver de la vue et de l'ouïe, réduisant ainsi les stimuli externes. Ce sont donc les deux principaux éléments qui vont me permettre de plonger dans une isolation sensorielle, éliminant toute distraction et créant une perte des repères. Ensuite, j'enfile le bandeau suivi du casque, avant de m'installer confortablement sur le canapé pour méditer. J'ai répété cette expérience environ 4 fois, en augmentant progressivement la durée à chaque session. La première fois, je suis resté 30 minutes, la deuxième 1 heure, la troisième 1h30 et enfin 2 heures lors de la quatrième.
Afin de ne pas trop m'attarder dessus, je vais vous faire un petit résumé de ces quelques expériences. Dans l'ensemble, ces 4 expériences sobres se sont révélées très utiles. Elles m'ont permis de m'acclimater à l'isolation sensorielle et d'écarter les préjugés que j'avais au départ. Elles m'ont également aidé à identifier certains points à améliorer. Concernant mes préjugés, je pensais qu'être plongé dans le noir total et le silence complet, avec une perte des repères, allait me stresser et provoquer un certain inconfort. Finalement, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Cette privation sensorielle m'a apporté un calme profond et une sensation de sérénité. J'ai pu me détendre pleinement en lâchant prise de manière presque instinctive, tout en accédant à une concentration et une attention remarquables, ce qui m'a permis d'entrer dans un état méditatif très rapidement. Concernant les points à améliorer, j'avais initialement prévu de laisser une source de lumière dans la pièce où je me trouvais, servant de porte de sortie. Ainsi, en cas de mauvaise expérience, il me suffirait de retirer le bandeau pour retrouver immédiatement mes repères. Cependant, après ces 4 expériences sobres et la réflexion qu'elles ont suscitée, je réalise qu'il pourrait être plus bénéfique de ne pas avoir une échappatoire aussi directe. Si je veux véritablement plonger en moi-même, il me faut affronter mes démons. Pour lâcher prise pleinement, je dois accepter tout ce qui pourrait survenir durant ce voyage intérieur. Fuir au premier signe d'inconfort ne m'aidera pas à avancer ou à résoudre mes problèmes intérieurs. Cela dit, par mesure de sécurité, je décide tout de même de prévoir une porte de sortie, mais plus discrète et moins facile d'accès, afin de rester ancré dans l'expérience tout en ayant une solution en cas de réel besoin. Comme ça, le temps de m'y rendre, je pourrai évaluer avec discernement si c'est réellement le bon choix à faire. En décembre, j'ai enfin pu obtenir un livre que j'attendais avec impatience, que m'avait recommandé le youtubeur Tripan. Il s'agit de « Bouddhisme au quotidien » de Nathalie Chasserio. Un ouvrage riche en enseignements précieux et en conseils pour améliorer sa relation avec soi-même et avec les autres. À la base, je n'aime pas vraiment lire, alors mon objectif était de me forcer à lire 5 pages par jour, tous les jours, jusqu'à terminer le livre. Je voulais également intégrer la lecture dans mes habitudes et ainsi déverrouiller de nouvelles passions. À force de lire, le sujet m'a tellement captivé et m'a tellement appris qu'il a eu l'effet escompté. J'ai appris à aimer la lecture. Je lis donc 5 pages par jour et j'apprends des notions clés qui m'aident beaucoup dans la vie de tous les jours, mais qui vont aussi beaucoup m'aider durant le trip. Parmi ces notions, on retrouve l'impermanence, l'espoir, le contrôle, la compassion, le discernement, l'ego, la patience, l'attention, la concentration et l'intention. Parmi ces notions, certaines apparaîtront comme sujet principal dans de futures vidéos. Je commence également à regarder chaque jour un épisode de la playlist Le chemin de l'âme du youtubeur Nuit. Une playlist remplie de contenus selon moi très enrichissants qui m'ont beaucoup apporté dans le cadre de mon expérience et même dans ma vie. Si intéressé, j'ai glissé la playlist complète en description. Donc, les jours passent et j'arrive à la 4e vidéo de la playlist, qui parle des mudras. Alors, en gros, les mudras, ce sont des positions des doigts, chacune représentant une énergie différente. Personnellement, la position des doigts d'un mudra me permet de comprendre et de visualiser plus facilement mon intention. Par exemple, si je veux faire un choix, je vais donc instinctivement faire le mudra de l'intuition. Et si je veux avoir plus conscience, je vais donc instinctivement faire le mudra de la conscience. C'est une vidéo que je vais revisionner plusieurs fois pour bien intégrer toutes les informations et maîtriser les différents mudras. Ensuite, je me mets également à visionner la playlist Retraite dans l'obscurité, thérapie de la chambre noire du youtubeur Nuit. Un contenu intéressant qui je trouve a un certain lien avec l'expérience que je m'apprête à vivre d'ici quelques semaines. D'ailleurs, si intéressé, cette playlist se trouve aussi en description. Ensuite, n'ayant pas encore fixé de date précise pour le trip, je me dis qu'il serait temps d'en choisir une. Après réflexion, j'ai décidé de la planifier pendant mes prochaines vacances, soit dans environ 2 semaines. J'ai choisi cette période car elle me permettra de disposer de quelques jours libres après l'expérience pour m'y remettre pleinement et commencer à digérer et à intégrer les différentes choses apprises durant celui-ci. De plus, c'est un moment idéal pour mieux m'organiser et qui va me permettre d'être dans un meilleur état d'esprit. Je vais donc pendant ces vacances déterminer le jour exact du voyage.
le moment où je me sentirai le mieux préparé. Les jours passent et je repense à toute la préparation que j'ai effectuée pour cette expérience. Cela commence à me stresser un peu. Je me mets à imaginer comment elle pourrait se dérouler. Mais aussitôt cette idée me traverse, je me rappelle qu'il vaut mieux éviter d'avoir des attentes. Après tout, peu importe ce que j'imagine, les choses se passent rarement comme on les avait idéalisées. Alors j'essaye d'y penser le moins possible, afin de ne pas imaginer à l'avance ce qu'il va se passer, pour vivre pleinement ce qu'il se passera. Je suis enfin en vacances, et j'ai réussi à déterminer le jour idéal pour vivre pleinement cette expérience. Comme je l'ai beaucoup répété, je vais passer un long moment dans le silence complet. Donc par précaution, si au bout de quelques heures de silence total, je ressens l'envie ou le besoin d'écouter un peu de musique, j'ai décidé de créer une playlist à l'avance. Comme ça, je ne perdrai pas de temps et je n'engendrerai pas de stress à choisir les musiques pendant l'expérience, ce qui m'évite aussi d'aller inutilement sur mon téléphone. Une fois cette playlist terminée, je la présente au youtubeur Nuit pour avoir son avis. Après réflexion, il me donne de nombreux conseils et souligne plusieurs points à améliorer. En tenant compte de ses remarques et des précieuses informations qu'il m'a partagées, je me remets à la tâche. Pour commencer, je revois l'organisation de la playlist. J'essaie d'imaginer en fonction de l'expérience comment je me sentirais et ce que j'aurais envie d'écouter à chaque étape. Je réfléchis à la musique qui pourrait me transporter différemment selon le moment. Quand je parle de moment, je veux par exemple parler des premiers effets, puis de la montée, le pic, le plateau, la descente. Cela me permet donc d'adapter la sélection à chaque phase, pour qu'elle corresponde plus précisément à mon ressenti et à mes besoins sur l'instant. J'essaye également de privilégier des mix plus longs, plutôt que des morceaux trop courts, afin d'éviter des changements trop brusques et soudains. Cela va me permettre de rester plus longtemps dans une ambiance et une énergie propre, et d'avoir le temps de m'y plonger profondément. Par exemple, dans mon ancienne playlist, j'avais placé une musique calme et douce, suivie directement de ça. Cette transition était bien trop directe. Même si j'appréciais peut-être ce contraste sobre, je pourrais réagir très différemment pendant l'expérience, ce qui risquerait de me déstabiliser. Si ça vous intéresse, il y a le youtubeur Eliacid qui a fait une vidéo sur justement la musique en trip, intitulée Substances psychédéliques et musique, que je vous invite grandement à aller voir. Si jamais, j'ai glissé le lien de cette vidéo en description. Et pour finir, le youtubeur Nuit m'a aussi conseillé d'enlever les pubs. Il m'a donné des solutions efficaces, mais j'ai préféré les garder. Honnêtement, par flemme de les enlever. Je me suis dit que ça n'allait pas forcément m'impacter davantage, même si, petit spoil, ça a été super chiant. Et j'avais l'impression qu'il y en avait encore plus que d'habitude. Mais bon, d'un autre point de vue, ça m'a permis de travailler l'acceptation, en quelque sorte. Donc en effet, c'est un mal pour un bien. On est maintenant à 1 semaine avant l'expérience, et je commence à m'interroger sur le dosage. Est-il trop faible, trop élevé? D'un côté, pour un trip classique, je trouve la dose bien trop légère. Mais de l'autre, dans le contexte de cette expérience, où je vais devoir beaucoup méditer, j'ai peur, n'ayant encore jamais vraiment médité sous elle, de ne pas pouvoir y arriver. J'en parle alors au youtubeur Nuit, qui me conseille de faire une montée progressive. Au lieu de prendre 60 microgrammes d'un coup, commencer par 30 microgrammes, puis redropper 30 minutes plus tard, 30 microgrammes. Cela me permettrait de monter plus en douceur. Maintenant, tous les préparatifs sont terminés. Je me rends compte que l'expérience arrive à grands pas et qu'elle commence enfin à être réelle. Je me rends compte qu'elle va vraiment se passer. Je ressens dès lors beaucoup d'excitation et d'appréhension. Pour remédier à cette appréhension grandissante, j'essaye de me remettre en tête toute la préparation, qu'elle soit mentale ou liée à l'environnement, que j'ai mis en place jusqu'à maintenant au bon déroulement de l'expérience. Et je me répète aussi ce que je me dis toujours avant un trip, que c'est une bonne chose de ressentir de l'appréhension, parce que cela montre que l'on est en quelque sorte conscient du danger. Puis jusqu'au jour J, je médite de plus en plus chaque jour, pour renforcer ma pratique, diminuer le stress, améliorer la concentration, la gestion de mes émotions et la connexion avec mon moi intérieur. J'adopte également une sorte de mode moine, que j'applique déjà en cadre général, mais encore plus à mesure que l'expérience se rapproche.
Ce mode de vie consiste à me priver de la plupart des désirs menant à des plaisirs immédiats, ainsi que des choses que j'ai tendance à surconsommer. Cela inclut également toute recherche de plaisir qui, avec le temps, a perdu sa valeur et s'est transformée en addiction. Par exemple, je me détache des shorts, comme ceux sur TikTok, des écrans en général même, du sucre non naturel et du sexe. L'objectif est de m'imposer une période de privation pour stopper les abus de manière générale et me recentrer sur l'essentiel. C'est une façon de revenir aux fondamentaux, en passant par la privation pour accéder à une forme de libération. Bon, on est maintenant la veille au soir du trip. Je fais un repas assez complet et assez costaud car j'ai décidé que pour une fois, je ne mangerai pas quelques heures avant l'expérience demain matin. Cela me permettra d'éviter d'attendre les 3 heures nécessaires à la digestion avant de consommer le produit, car consommer après avoir mangé peut retarder la montée des effets. Et personnellement, me provoque un certain inconfort pendant le processus digestif. Et d'un point de vue d'organisation, je préfère opérer ainsi. Et je souhaitais aussi expérimenter une période de jeûne, avant et après l'expérience, pour observer ce que cela pourrait changer par rapport à mes précédents trips. Puis je prévois de me coucher assez tôt afin de bien récupérer et de profiter d'un sommeil réparateur, pour être en pleine forme demain. Bon, on y est, le jour J est enfin arrivé. On est le 2 janvier 2025, comment dire qu'on va bien commencer l'année avec plein de bonnes résolutions. Le matin, je me lève à 9h50. Je me trouve sur le moment assez stressé et rempli d'appréhension. Pour remédier à ça, et aussi par habitude, je médite tranquillement 10 minutes en sortant du lit avant d'aller à la douche. En prenant ma douche, j'en profite pour reméditer, sous l'eau chaude puis sous l'eau froide. Une fois sorti de celle-ci, je me rends compte que je suis toujours plutôt anxieux, mais tout de même beaucoup plus calme et plus conscient de la journée que je m'apprête à vivre. Ensuite, je préviens ma mère que je vais trip aujourd'hui, comme ça elle est au courant. Puis je bois un grand verre d'eau avant d'aller à partir de 11h au supermarché pour acheter des fruits. Avant de partir, j'en profite pour aérer toute la maison pour que l'air se recycle et soit frais à mon retour. Car comme je l'ai déjà expliqué, c'est une expérience où je prévois de beaucoup méditer. Alors c'est très important que la qualité de l'air soit bonne et fraîche. Je rentre chez moi à 11h30, avec un kiwi vert, un kiwi jaune et une banane que je disposerai plus tard de manière réfléchie dans mon setting. En arrivant, je remarque que malgré le froid, l'air est vraiment agréable. Je décide donc de fermer toutes les fenêtres à partir de ce moment pour conserver une température optimale. Pour ce qui est de la porte de sortie dont je vous ai parlé plus tôt, ça sera ma salle de bain, où la fenêtre restera ouverte. Ainsi, en cas de panique, il me suffira d'ouvrir la porte pour me retrouver dans un espace lumineux et aéré. Bien sûr, cela n'affectera pas la pièce où je mènerai l'expérience, qui, elle, restera plongée dans le noir grâce à la porte fermée bloquant toute lumière. À présent, il est temps pour moi de préparer la suite de mon setting, l'environnement dans lequel je vais passer l'intégralité de cette expérience. Je commence par transformer mon canapé en canapé-lit, afin de bénéficier d'un espace où je peux m'allonger pleinement et me détendre physiquement dans n'importe quelle position sans risquer de tomber ou devoir prêter attention à mon environnement. J'ajoute ensuite une grande couette sur le canapé pour avoir la possibilité de me réchauffer si nécessaire. Puis sur la table, en face du canapé, j'organise soigneusement différents objets, consommables et éléments utiles à l'expérience en plaçant des repères pour les retrouver facilement. Enfin, je dispose de certains objets essentiels à l'expérience sur un des dossiers du canapé, à proximité de l'endroit où je passerai la majeure partie du trip. Parmi ces choses, j'ai installé sur la table une corbeille de fruits ainsi que de l'eau pour m'hydrater et m'alimenter si besoin. Puis du sopalin, des trip killers, une bougie, un grand collier en perles de bois, des feuilles avec de quoi écrire et le livre sur le bouddhisme au quotidien dont je vous ai parlé précédemment. Et sous la table, j'ai rajouté une sorte de poubelle, au cas où que le fait de perdre mes repères cause une accumulation potentielle de stress, par exemple, et me donne soudainement envie de vomir. Car c'est comme ça chez moi que le stress intense peut se manifester. Celui-ci y est d'ailleurs lié à un traumatisme. Puis sur le bord du dossier du canapé, j'y pose les deux principaux éléments dont je vous ai parlé, à savoir un casque pour m'isoler des bruits environnants et un bandeau pour les yeux. J'y rajoute également une enceinte connectée à mon téléphone, que j'ai installée un peu plus loin. Ensuite, vous devez sûrement vous demander comment est-ce que je vais faire pour gérer la musique, sans aller sur mon téléphone.
Comme dit plus tôt, j'ai préparé à l'avance une playlist sur mon téléphone, qui lui sera loin de moi dans une autre pièce, branchée et réglée pour que l'écran ne s'éteigne jamais. Comme ça, je peux gérer l'intégralité de ma playlist uniquement à l'aide des boutons présents sur l'enceinte. Je peux donc hausser le son, le baisser, mettre pause, mettre play et passer à la musique d'après, sans toucher mon téléphone et sans retirer le bandeau. Après, la musique ne va pas être l'élément central de cette expérience, cela va plutôt être le silence. Donc initialement, la musique va plus me servir de porte de sortie, si l'expérience tourne vraiment mal. Une fois ceci fait, je ferme tous les volets, baisse tous les rideaux afin de couper toute source de lumière venant de l'extérieur, avant d'aller chercher la moitié de la dose totale que je vais consommer. Je prode donc 30 microgrammes par voie orale avec de l'eau et du jus de citron à midi, pour ensuite, à 12h30, redrop les 30 autres microgrammes. J'arrive donc à un total de 60 microgrammes. Donc, après avoir pris les 30 premiers microgrammes, j'ai 30 minutes devant moi avant de consommer la deuxième dose. J'en profite pour finir le chapitre du livre Bouddhisme au quotidien que j'avais préalablement commencé, qui se nomme Mieux avec soi-même, tout en lançant la première musique de la playlist en fond. C'est une musique vraiment très apaisante et très calme, où l'on entend le son d'un hanpan porté par le bruit des vagues. Une fois ce chapitre fini, je révise une nouvelle fois les mudras, dont je vais beaucoup me servir durant ce trip. Puis je réquisitionne des plaids pour les bloquer dans la porte d'entrée afin de rendre la pièce encore plus sombre qu'elle ne l'est déjà. Résultat, il fait extrêmement sombre, mais pas totalement noir. Ensuite, cela fait 30 minutes que j'ai consommé ma première dose. Je consomme donc la deuxième en marquant sur mon téléphone l'heure des prises. Puis à la suite de ça, je m'assois confortablement sur mon canapé en adoptant une posture droite, les jambes croisées, où je m'apprête à méditer en fixant une bougie que j'ai préalablement allumée. Je préfère commencer en douceur par une méditation à la bougie, comme ça me permet de plonger plus facilement en moi en gardant des repères via un support visuel. Je fixe donc la flamme en adoptant une respiration profonde et en me concentrant profondément sur l'instant, sur tout ce qui est présent, les sensations corporelles, les battements de mon cœur, les vibrations, les bruits environnants, les va-et-vient de la flamme et surtout sur le souffle de ma respiration. En fixant cette flamme, je me rends compte que par moments, elle se met à bouger brusquement sans raison, comme si la flamme tremblait d'elle-même. Je commence à croire que c'est une hallucination, alors je décide de prendre la bougie entre mes mains pour voir si ce phénomène continue. Étonnamment, il s'arrête. La bougie devient extrêmement stable. Je me focalise alors sur ses moindres faits et gestes. Je me concentre pour qu'elle reste le plus stable possible. Si la bougie tremble, c'est que c'est ma main qui tremble. Si elle ne tremble pas, c'est que je suis bel et bien immobile. Je recherche donc une certaine immobilisation extérieure et intérieure dans cette méditation. Après quelques minutes, je m'en sors plutôt bien, mais les premiers effets vraiment perceptibles commencent à arriver. Ils arrivent vraiment tout doucement. La méditation me rend tellement calme que les changements que je perçois sont d'une subtilité rare. Je me mets à trembler tout de même des mains et de la mâchoire, à transpirer un peu et à avoir une drôle de sensation dans la bouche et dans la gorge. J'ai l'impression que ceux-ci sont infinis, que ma bouche et ma gorge sont de grands espaces inquantifiables. Mais à la fois, j'ai tout de même conscience qu'elles sont comme d'habitude. C'est juste la perception des sensations corporelles qui est altérée. Toujours en train de fixer la bougie, je remarque que ma vision devient extrêmement précise. Malgré que je la fixe depuis une quinzaine de minutes maintenant, je remarque des détails encore jamais observés. Puis c'est là que je quitte la bougie des yeux, pour regarder le socle. Et je remarque que le socle qui maintient la bougie ne fait plus qu'un avec ma main. Ma main est devenue le socle. Et pour ce qui est de l'air que je respire, il est d'une superbe qualité, avec l'impression d'en inspirer beaucoup plus qu'habituellement. Je ressens en moi tout le cheminement de la respiration avec une sensibilité accrue sur chaque chose se produisant. Chaque bouffée d'air frais me rend super euphorique. J'arrive à ressentir encore plus que d'habitude les bienfaits sur le corps et l'esprit de respirer pleinement et profondément. Après avoir longuement fixé la bougie et attendu que la montée des effets soit bien enclenchée, je l'éteins. Je ferme les yeux et je peux à présent continuer à voir le flash de la flamme entouré de kaléidoscopes infinis tournant sur eux-mêmes, plongeant dans des schémas et dimensions de plus en plus complexes et étranges.
j'aperçois des formes géométriques qui se métamorphosent en mains humaines, puis en une multitude d'œils, évoluant ensuite en une infinité d'éléments différents. Tout cela est accompagné de lumière stroboscopique clignotant à un rythme effréné dans toutes les couleurs imaginables. À ce moment-là, je me sens suffisamment stabilisé pour débuter l'isolation sensorielle. J'enfile donc le bandeau, puis le casque anti-bruit, et je mets la musique sur pause. Je me retrouve alors plongé dans un vide total. Il fait noir et je n'entends quasiment rien, si ce n'est mon souffle et les vibrations de chaque battement de mon cœur. Contre toute attente, malgré les idées que je m'étais faites avant l'expérience, cet instant m'enveloppe d'un calme intérieur absolu et d'une acceptation totale. Je réalise que l'appréhension que je ressentais auparavant était au fond illusoire. La seule peur qui me restait avant ce trip était celle de vomir, une peur que j'ai souvent ressentie avant d'autres expériences. Mais avec le temps, et grâce au conseil d'un ami, j'ai compris que le L en lui-même ne provoque pas de vomissement. Du moins pas pour moi, bien que cela puisse dépendre de la sensibilité de chacun. Et même si cela devait arriver, il faudrait simplement l'accepter, en comprenant que je ne peux pas tout contrôler. C'est impossible, et que tout est impermanent, donc transitoire. Et aussi que vomir, aussi désagréable que ce soit, reste un réflexe humain, essentiel à la survie. Alors pourquoi craindre quelque chose qui, au final, peut être bénéfique ? Quand j'ai intégré cette idée, j'ai compris qu'il n'y avait aucune raison de faire un bad trip. Dans un élan d'euphorie, j'ai rédigé une sorte de cours sur le bad trip à l'aveugle sur un bloc-notes en pleine montée. Voici ce que j'ai écrit. Je vous le lis pour ceux qui ne pourraient pas le voir. Le bad trip est interdépendant. Il a besoin de plusieurs éléments pour exister. Si ces éléments ne sont pas là, il n'y a aucune raison qu'ils se produisent. C'est là que l'on remarque l'importance même du set and setting. Après cette réflexion, je reprends ma méditation, essayant de me concentrer pour plonger au plus profond de moi-même. Mais je sens mon ego s'opposer à moi. À chaque fois que j'atteins un certain équilibre mental et physique, au moment où je touche ce qui semble être le point d'attention ultime, l'ego m'inonde de pensées automatiques et perturbatrices. Pourtant, à force de persévérance, en prêtant toute mon attention au moment présent, en respirant profondément et en marquant des pauses, j'atteins le point culminant de la méditation. J'ai appelé cet état la sensation derrière la sensation. C'est un état extrêmement particulier que je n'avais jamais envisagé ni même ressenti auparavant. C'était littéralement le tout en un. J'étais connecté à quelque chose que je ne saurais définir, mais qui semblait incroyablement réel et magnifique. Je dirais même que c'était le réel, la simplicité et la complexité à l'état pur. À ce moment-là, je ne ressentais ni mon corps, ni aucune émotion. Absolument rien, sauf une chose, la sensation derrière la sensation, qui était vraiment omniprésente. Visuellement, je n'avais plus aucun visuel, les yeux fermés. Je voyais à la fois le rien et le tout, dans une couleur impossible à décrire, une couleur que je n'avais jamais vue auparavant et que je ne saurais reproduire. En bref, je ne sais ni ce que j'ai vu, ni ce que j'ai ressenti, mais rien ne m'a jamais paru aussi réel que cette sensation, qui n'a duré que quelques secondes avant de disparaître complètement. Pendant cet état, chaque pensée semblait bloquée derrière une barrière invisible et intangible, comme si elle ne pouvait pas accéder à cet espace. Quand cet état inconnu s'est dissipé, je suis revenu à une perception d'identité, accompagnée d'une image mentale très nette, celle d'un loup dans un style cartoon psychédélique. À ce moment-là, je ne me suis plus identifié comme moi, mais comme ce loup. Une partie de moi était persuadée d'être ce loup, tandis qu'une autre trouvait cette idée ridicule. Mais la conviction d'être un loup était tellement prédominante que j'ai commencé à marcher à quatre pattes sur mon canapé, comme si j'étais véritablement cet animal. Puis peu à peu, la part de moi qui savait que je n'étais pas un loup a repris le dessus. Je me suis alors redressé et en réalisant ce que je venais de faire, j'ai éclaté de rire. Ensuite, les minutes passent, les heures aussi. À vrai dire, je suis incapable d'estimer le temps qui s'écoule. Ne voyant rien, je n'ai aucun repère pour savoir combien de temps s'est écoulé depuis la prise. Je me demande si mettre de la musique ne serait pas préférable, mais après tout, je n'en ressens pas vraiment le besoin. Alors à quoi bon ? Sauf qu'avec le temps qui passe, j'ai comme impression que sans musique, l'expérience est comme figée, comme si elle manquait d'intensité.
C'est à ce moment-là que je commence à regretter d'avoir pris une dose aussi faible. Et à force d'alterner entre reproches, acceptation, refus, reproches et ainsi de suite, je me retrouve pris dans une boucle temporelle où je ressasse sans cesse la même question. En réalisant cela, je finis par prendre une décision. Je décide d'allumer la musique. Une fois la musique enclenchée, je m'allonge sous la couette, au chaud, avec mon petit chien, en prêtant toute mon attention à la musique. Le genre de celle-ci est vraiment axé sur des sons prolongés et répétitifs, créant une atmosphère méditative, qui m'évoque des sensations d'espace et d'immensité cosmique. C'est alors que je me mets à ouvrir les yeux. Ne voyant tout de même rien, je me rends compte que les visuels les yeux fermés sont quand même bien plus clairs que ceux les yeux ouverts. J'aperçois à présent des formes géométriques, constituées d'un nombre incalculable d'œils, me fixer en tournant sur eux-mêmes. Je me mets alors à fermer les yeux pour voir si je peux retrouver ces visuels les yeux fermés. Et effectivement, les voilà. Sauf que là, il y a beaucoup plus de détails, et je peux beaucoup plus facilement zoomer et plonger dans ces visuels. Je me frotte alors les yeux pendant une bonne minute en observant les changements. Je remarque que je ne vois plus les visuels. À la place, je me retrouve en eux. Ils ne sont plus devant moi, mais tout autour de moi. J'ai vraiment l'impression d'être dans l'espace ou les vides, tout autour de moi, des figures géométriques aux multiples formes. À la suite de ça, en quête d'une obscurité toujours plus totale, afin de pouvoir retirer le bandeau, je décide de monter à l'étage. Sur le coup, j'ai un peu peur de tomber, mais je me rends compte que malgré mon état, j'y arrive à la perfection. Comme quand je suis sobre. Même mieux. Je suis donc là-haut, dans ma chambre. Je m'allonge dans le lit en m'emmitouflant dans la couette. C'est là que je pense à un objet qui m'est personnel, qui se trouve à proximité. Cet objet, c'est un vieux doudou, contenant une boîte à musique, répétant en boucle une douce mélodie que l'on me mettait pour m'endormir durant ma plus tendre enfance. Durant mes derniers trips, je me servais de cet objet comme porte de sortie, pour me retrouver avec mon moi intérieur au cas où l'expérience ne tournerait pas comme prévu. Mais finalement, je ne m'en suis jamais servi en trip. Je me suis donc dit que c'était le moment idéal de le prendre délicatement en main, puis d'écouter cette berceuse, afin de me reconnecter à l'enfant qui est en moi. Je me déplace alors sur une chaise à proximité de son emplacement. Je le prends en main et je le regarde avec toute l'attention que je peux lui donner. Avec les alus, et vu qu'il fait très sombre dans la pièce, j'aperçois à peine sa tête se déformer, puis se creuser avant de se transformer en ossement. Je finis même par voir à travers, mais cela ne me fait pas peur pour autant. Je sais que c'est bien lui, peu importe l'apparence dans laquelle je le perçois dans l'instant. Puis je me mets à lui parler de choses et d'autres, plus ou moins intimes et personnelles, avant de tirer le mécanisme qui enclencha la séquence musicale. En écoutant, j'ai été très ému. Cela m'a fait un bien fou, une euphorie telle que j'en ai eu les larmes aux yeux. J'ai même failli pleurer. J'étais prêt, je le voulais pour tenter de me libérer, mais impossible. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'en a empêché, mais je n'ai pas réussi. Puis ensuite, avec son accord et son acceptation, je le serre contre moi pour lui faire un câlin. Puis avant de le reposer, je lui dis que je le vois et que je suis désolé. Une fois ceci fait, je coupe la musique avant de redescendre pour revenir dans mon salon. Dans celui-ci, je me mets à tourner en rond dans la pièce, en pensant à beaucoup de choses à la fois. Globalement, à ce moment-là, je me sens très confus. Je me remets énormément en question, sur qui je suis, quel est mon but, et quelles sont les réelles raisons qui m'ont poussé à faire cette expérience. Je sais qu'au fond de moi, je l'ai fait dans un but thérapeutique et spirituel, pour des raisons personnelles, mais aussi pour arrêter les tocs, pour approfondir les enseignements du bouddhisme récemment appris, pour progresser dans la méditation et pour accroître ma concentration et mon attention. Mais à la fois, une autre partie de moi se dit « Imagine, tu l'as fait uniquement pour en faire une vidéo ». Sur le moment, ça me frustre de penser ça de moi. Mais à la fois, je n'ai pas de réponse exacte. Donc je rentre dans une confusion vraiment intense, qui n'a elle-même aucun sens. Puis un instant plus tard, à force d'accumuler la frustration liée à cette confusion, je finis par me recentrer involontairement. Ce qui, sans le vouloir, me fait sortir de ce moment de doute, et me ramène enfin au but, au pourquoi je fais vraiment cette expérience. Après ça, je m'approche de ma porte d'entrée, le regard fixé sur le plaid, accroché devant moi. La lumière extérieure qui le traverse lui donne une teinte absolument magnifique.
À cet instant, il arbore une sorte de beige lumineux, imprégné d'une pureté éclatante et parcouru de motifs psychédéliques naturels. Avec les hallucinations, le spectacle est fascinant. Je me laisse porter par l'instant, effleurant le tissu du bout des doigts, traçant des chemins sur sa surface. C'est incroyablement apaisant. À ce moment-là, j'ai une envie soudaine de sortir me balader dehors. Mais après réfléchi, je me demande à moi-même pourquoi est-ce que je crois que je serais mieux ailleurs qu'où je suis actuellement. Finalement, j'accepte donc d'être où je suis, car dans l'instant, je ne peux pas être autre part. Ensuite, je rallume la musique. La playlist suit donc son cours, je tombe sur un style bien différent de celle d'avant. Ce genre musical me plonge dans des sonorités mêlant des influences tribales et électroniques. Je décide alors de me focaliser sur la musique et d'entrer une nouvelle fois dans un état méditatif. J'adopte donc une posture méditative. Je m'installe assis, les jambes croisées sur le bord du canapé. Je fais en sorte que mon dos soit droit et que mes épaules soient relâchées. Je place ma langue vers le haut, entre les deux incisives, avant de fermer les yeux en fixant le troisième œil. Je m'apprête à pratiquer le souffle ventral, appelé aussi respiration océanique, si je ne me trompe pas. J'ai appliqué cette méditation de très nombreuses fois, sobre. Elle consiste à contracter les abdominaux en rentrant le ventre lors de l'expiration et en le gonflant lors de l'inspiration. Avant de me lancer dans celle-ci, j'utilise le mudra de la conscience, qui me permet de comprendre et de visualiser plus facilement mon intention pour cette méditation. Bien que ce mudra me fait plutôt mal aux doigts. Du coup, je commence à méditer, j'inspire, j'expire en marquant des pauses à chaque fois sans me forcer. À chaque inspiration et expiration, j'essaie de les pousser toujours plus en profondeur, en me concentrant dessus. Mais cela est difficile, parce que l'ego m'envoie encore et encore plusieurs vagues de pensées perturbatrices. À force de les laisser passer sans me focaliser dessus, en me concentrant toujours un peu plus sur ma respiration ainsi que sur le point visuel que je me suis fixé au centre de toutes ces hallucinations, j'arrive à trouver ce point d'équilibre. J'ai maintenant accès à un équilibre plus profond. Mes pensées ne me perturbent plus, du moins par moment. Mais maintenant, à force de rester dans cette même position, je commence à me rendre compte que j'ai vachement mal aux pieds et un peu au dos. J'essaye donc d'améliorer un peu ma posture pour me soulager. Mais c'est là que mon chien vient s'allonger au niveau de ma taille. Donc pour garder cette immobilisation intacte, étant toujours en train d'effectuer le mudra de la conscience, je décide d'accepter la douleur. Je me concentre alors sur elle pour poursuivre ma méditation. Bien 10 minutes passent et j'ai toujours de plus en plus mal, jusqu'à ce que j'arrive à un autre niveau méditatif. Ce qui me connecte, je dirais même me synchronise avec la douleur. Je ne la perçois plus comme quelque chose de mal, elle ne me dérange plus, au contraire, grâce à elle, je plonge instantanément dans l'instant présent. Sur le coup, cela m'a rappelé la vidéo de nuit, sur l'extase de la douleur. Et c'est clairement ce que j'ai ressenti. Et c'est d'ailleurs également le cas pour le mudra de la conscience. Je ne ressens à présent plus aucune douleur. Et c'est là que je plonge une nouvelle fois dans la sensation derrière la sensation. J'ai l'impression de m'élever physiquement. Je sens mes mains qui étaient toujours en train d'effectuer le mudra de la conscience s'écarter astralement de leur emplacement physique initial. Puis un instant après, je sens ces mêmes mains exercer un certain mouvement sur moi. Mais je serais incapable de dire de quoi il s'agit. J'ai juste senti une réelle différence. Quant au son qui m'entoure, il semble de plus en plus troublé. À chaque seconde qui passe, j'ai l'impression de perdre un peu d'audition, jusqu'à ne plus percevoir la moindre source sonore extérieure. Mais je ne me retrouve pas pour autant dans le silence. Au lieu d'entendre ce qui vient de l'extérieur, mon attention se tourne vers l'intérieur. La musique et les bruits du monde s'effacent, remplacés par de nouvelles sonorités, plus profondes et plus personnelles. Visuellement, me voilà projeté au-delà des hallucinations. Je vois les hallucinations derrière les hallucinations. Puis toutes les déformations s'évaporent afin de se regrouper, laissant place à cette même couleur inconnue et immensément belle, expliquée et ressentie plus tôt. Et de cette couleur inconnue surgit une hallucination bien différente des autres, mais à la fois identique. C'était vraiment l'hallucination pure. Il ne restait plus qu'elle dans ce néant, dans ce vide, dans ce tout. C'était une forme géométrique avec un œil près d'une extrémité. Elle me regardait d'une façon tellement bienveillante et neutre à la fois. Je la compare maintenant à une entité.
Je ne sais pas pourquoi, visuellement, elle était quasiment identique aux autres. Mais l'impression qu'elle m'a donnée sur l'instant me laisse croire qu'elle frôle la limite du divin. Et pendant qu'il se passait ça, mentalement, j'ai été projeté dans ce que j'appelle encore et toujours la sensation derrière la sensation. Un état transcendantal qui pour moi à l'heure actuelle est impossible à décrire. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il n'y a rien de plus pur dans l'infinité du monde que cette sensation inconnue. Ensuite, je termine tranquillement ma méditation, puis je me dirige vers la musique pour voir depuis combien de temps elle dure. L'écran affiche 40 minutes. J'estime donc avoir médité un peu plus de 40 minutes d'affilée sur cette musique. Au passage, je m'autorise enfin à regarder l'heure. Il est actuellement 19h10. Cela fait quasiment 7 heures que j'ai consommé le L. Je remarque que ma mère va bientôt arriver. J'en profite pour ranger l'entièreté ou presque du setting que j'avais installé. En arrivant, je lui dis directement de ne pas allumer les lumières, car ayant passé une majeure partie de la journée dans l'obscurité, je voulais à tout prix éviter une lumière trop intense. Elle me dit qu'elle comprend, tout en se dirigeant vers la cuisine, exténuée de sa journée. Arrivée dans la cuisine, elle entend la musique. Elle se met alors à danser, et du coup je me mets à danser aussi. C'était vraiment super euphorique, et à la fois j'étais un peu gêné. J'avais cette barrière mentale qui trouvait ce moment bizarre car peu commun, mais à la fois extrêmement libérateur. Ensuite, on a un peu parlé et j'avais l'impression de porter plus d'attention aux échanges qu'habituellement. Je ressentais la conversation de manière plus authentique, plus réelle, avec plus d'émotions qui se partageaient à chaque parole, dite et écoutée. Ensuite, on est allé prendre l'apéro avec une partie de la famille chez eux. Étant toujours sous les effets du L, j'ai préféré ne pas manger. Et même, je trouvais plus d'inconvénients que de plaisir à me soumettre à ce désir. Je sentais simplement que je n'en avais pas le besoin dans l'instant, donc j'ai préféré m'abstenir. On se regroupe alors tous autour d'une table dans le salon, et je ressens effectivement tous les dialogues de manière plus intense, mais aussi je perçois plus facilement la nature et l'intention, ainsi que la manifestation de leur ego, qui se cache derrière chaque parole, chaque dire et chaque réaction, aussi subtile soit-elle, de chaque personne présente autour. Et je trouve ça tellement évident que je ne comprends pas comment ils font pour ne pas s'en rendre compte. J'essaye donc de les aider à comprendre pour qu'ils sortent de toute cette souffrance inconsciente, mais ils ne me prennent pas au sérieux. Après ça, je décide de rentrer tout seul chez moi. Par envie d'apprendre davantage, j'ouvre le livre bouddhiste au quotidien pour pouvoir y lire entièrement le chapitre sur l'ego. C'est un excellent chapitre que j'ai déjà lu sobre, mais je souhaitais vraiment m'y repencher dans un état modifié de conscience. Après une bonne heure de lecture, une fois ce chapitre lu, je me suis rappelé qu'un moment de l'expérience m'a fortement fait penser à un épisode de The Midnight Gospel. Je m'empresse alors de retrouver cet épisode sur Netflix, avant de l'écouter avec beaucoup d'attention et de concentration, malgré la lumière bien trop éblouissante de l'écran. Cet épisode, c'est l'épisode 5 de The Midnight Gospel, l'anéantissement de la joie. Il se déroule dans une prison spirituelle où Clancy interviewe Jason Louv, représenté sous la forme d'un oiseau astral. Celui-ci est rattaché à un prisonnier qui traverse un cycle de renaissances successives, cherchant à s'évader tout en allégeant son karma. Durant l'épisode, il parle de divers sujets intéressants qui m'ont fait penser à certains passages de mon trip. Par exemple, leur conversation explore la souffrance, l'ego, la DMT, l'espoir et la manière dont la méditation et le pardon peuvent mener à la libération. Une fois celui-ci fini, j'ai enfin compris la dernière chose qui me manquait pour peut-être réussir à stopper les tocs. Mais ça, je vous en reparle après. Ensuite, n'ayant aucune envie d'effectuer mes plaisirs habituels, car sans intérêt particulier et en sachant que ces désirs m'éloigneraient de l'instant présent, j'ai préféré aller dormir. Sauf qu'une fois dans mon lit, je me rends compte que la stimulation que me procure le L est encore bien trop intense. Je me mets alors à méditer quelques minutes avant de lire la suite du livre Bouddhisme au quotidien. Le chapitre se nomme « Mieux avec les autres ». Je lis une dizaine de pages pendant au moins 1h30 avant de tenter de m'endormir. Le lendemain, je me réveille vers 11h. Je me sens très bien, malgré que je suis encore un peu fatigué mentalement. En me levant, j'en profite pour méditer une dizaine de minutes sur le bord de mon lit. Puis je me dirige dans la salle de bain pour prendre une douche chaude, puis froide. Je sors de celle-ci et comparé à d'habitude, je me sens beaucoup plus calme. Mon flux de pensée est comme ralenti.
et je remarque que j'effectue beaucoup moins de TOC, voire pas du tout. Et dès qu'inconsciemment je me mets à en faire un par habitude, je me reprends directement pour cesser de le faire, en évitant de me faire tout reproche bien sûr. Je me sens aussi beaucoup plus attentif à tout ce qui m'entoure, à mon environnement physique, social, et je me sens aussi considérablement plus attentif avec moi-même. J'éprouve d'ailleurs beaucoup plus de compassion qu'habituellement, et j'ai aussi très faim, parce que ça fait maintenant 36 heures que je n'ai pas mangé. Je me mets alors à fantasmer sur une brioche, puis je demande gentiment à ma mère si elle peut aller m'en acheter une. Et quelques minutes plus tard, elle revient avec une grande brioche, faite le matin même dans une boulangerie. On se la partage équitablement ou presque, et je peux vous dire qu'elle était vraiment incroyable. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir partagé ce moment avec elle. Le reste de la journée, tout se passe merveilleusement bien. Je me sens en paix avec moi-même, j'ai l'impression d'avoir plus confiance en moi qu'avant. J'essaye de noter puis de mettre en pratique ce que l'expérience m'a apprise, tout en commençant à l'écrire. Car dans la globalité, j'ai vécu un trip qui me laisse très confus. Il y a de nombreuses choses que je n'ai pas comprises, ou que je ne peux pas expliquer avec de simples mots. Je sais que c'est avec du temps et de la patience que j'arriverai à intégrer et à digérer tout ça. Mais ça me frustre un peu quand même. Ensuite, au fil de la journée, je remarque que je ne ressens plus l'envie d'aller sur mon téléphone. Mon temps d'écran baisse alors drastiquement, et c'est une très bonne chose. Également, je me trouve beaucoup plus à l'aise dans l'obscurité qu'avant. Allumer la lumière n'est plus une nécessité, ce qui m'aide beaucoup à l'allumer quand c'est réellement nécessaire, en faisant des économies. Les jours qui ont suivi, je remarque que j'accorde beaucoup plus d'importance à ce que j'ai. Je me rends compte que j'ai beaucoup, et le fait de se comparer sans cesse avec les autres me l'avait fait oublier. Le fait de se comparer plus à ceux qui ont moins que de ceux qui ont plus y a beaucoup contribué. Je remarque aussi avoir perdu une grande partie des désirs éphémères et illusoires que j'avais, qui me procuraient finalement plus d'insatisfaction que de plaisir. Cela me permet désormais de consacrer une plus grande part de mon temps à des choses qui ont une réelle importance pour moi. Au bout d'une semaine, je remarque que tout ce que je vous ai cité précédemment s'inverse. Un gros contre-coup se produit, en me privant volontairement à la suite de mon expérience de tous ces désirs inutiles, futiles et stériles. Sans réelle compréhension, sans raison, ni même envie, ils me reviennent tous en pleine face d'un coup. Et en ce qui concerne mes TOC, j'ai presque complètement cessé d'en faire. Du moins pour certains types, ce qui est une très bonne chose. Cependant, j'ai l'impression que d'autres phénomènes se manifestent en compensation. Par exemple, depuis que j'ai quasiment arrêté mes TOC, j'ai constaté une forte poussée d'acné, alors que j'en avais presque plus auparavant. Peut-être est-ce un stress inconscient qui s'exprime différemment, ou peut-être est-ce simplement une coïncidence. Honnêtement, je ne sais pas. Ensuite, au fil des semaines, j'ai remarqué que par moments, certains schémas de TOC reviennent par habitude. Je dois alors prêter toute mon attention pour éviter d'en faire. D'ailleurs, je pense qu'il est temps que je vous parle des prises de conscience découvertes durant cette expérience qui m'ont permis d'arrêter les TOC les plus pénibles. Ce trip m'a permis de comprendre et de synthétiser des notions, des concepts et des enseignements que j'avais récemment appris dans le livre du bouddhisme tibétain, dont je vous ai parlé à maintes reprises dans cette vidéo, mais aussi à travers la série The Midnight Gospel, et plus largement au travers de ma propre vie. Pour ce qui est des TOC, j'avais déjà compris depuis longtemps le mécanisme complet. Pour vous résumer, tout partait d'une pensée intrusive, ou d'une situation qui déclenchait une obsession, une angoisse, que mon esprit interprétait comme une menace réelle, même si elle ne l'était pas. Cette peur s'imposait avec une telle intensité qu'elle semblait impossible à ignorer, créant une urgence presque vitale d'y répondre. Pour calmer cette tension insupportable, je me réfugiais dans des compulsions, un geste précis, un rituel, une vérification ou une répétition mentale, comme un moyen de neutraliser le danger perçu. Ces actions me procuraient un soulagement immédiat, une illusion de contrôle. Mais ce n'était qu'un apaisement temporaire, car plus je cédais à ces compulsions, plus mon cerveau associait l'angoisse à la nécessité d'un rituel pour l'apaiser. À chaque nouvelle obsession, le besoin de réagir devenait plus automatique, plus intense, enfermant mon esprit dans un cycle où chaque soulagement renforçait en réalité la prochaine angoisse. Ce qui semblait être une solution était en réalité le carburant du problème, rendant chaque pensée intrusive plus difficile à ignorer et les compulsions de plus en plus envahissantes. Pour vous dire, j'ai eu cela toute ma vie, et j'avais compris depuis bien longtemps le fonctionnement.
Mais malgré ça, je n'arrivais tout de même pas à les arrêter. C'est durant ce trip que j'ai vraiment pris conscience, par moi-même, des notions que j'avais apprises, et j'ai compris à quel point elles étaient directement liées à Métoc. J'ai appelé ces différentes choses les 5 piliers. Premier pilier, l'espoir. À notre époque, beaucoup disent « l'espoir fait vivre ». Mais s'il fait vivre, il fait aussi beaucoup souffrir. Espérer, c'est imaginer, idéaliser une situation, projeter des attentes sur un futur incertain. Mais soyons honnêtes, les choses se passent rarement comme on les avait idéalisées. Espérer un changement, ou au contraire espérer qu'il n'y en ait pas, ne sert à rien, car peu importe nos attentes, les choses suivront leur cours. L'espoir nous projette dans des illusions. Il nous enferme dans une attente qui ne change en rien ce qui est déjà là ou ce qui va arriver. Prenons un exemple simple. Vous avez candidaté à une école prestigieuse que vous rêvez d'intégrer depuis longtemps. La lettre d'admission est arrivée il y a plusieurs jours, mais vous n'osez pas l'ouvrir, par peur de la réponse qu'elle contient. Alors vous espérez et priez pour être accepté. Mais peu importe ce que vous faites, peu importe combien vous espérez, le contenu de cette lettre ne changera pas. C'est de cet espoir illusoire que j'ai dû me détacher pour commencer à me libérer de Métoc. Car chaque fois que je cédais à une compulsion, j'espérais que cela empêcherait une chose redoutée de se produire, ou au contraire, qu'une chose souhaitée arrive. Pourtant, en réalité, céder à ces compulsions ne changeait rien. Rien, à part une seule chose, renforcer encore et encore le cycle, m'enfermant dans des rituels de plus en plus envahissants. Cela me faisait même croire que tout cela avait un véritable impact, que Métoc n'était pas seulement des compulsions, mais peut-être un acte divin, une manière d'influencer le cours des choses. Deuxième pilier, l'impermanence. L'impermanence, c'est le fait que tout est transitoire, que rien ne dure éternellement. Toute chose a un début, mais inévitablement aussi une fin. Et cela s'applique à absolument tout dans ce monde. Essayez de me citer en commentaire quelque chose qui, selon vous, est permanent. Si vous cherchez sur internet, vous tomberez peut-être sur une réponse paradoxale. La seule chose permanente, c'est que rien ne l'est vraiment. Comprendre cela, c'est apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été et telles qu'elles seront. Cette prise de conscience a été le deuxième pilier qui m'a aidé à me détacher de Métoc, mais aussi de nombreux autres blocages, traumatismes et même de certains plaisirs. Troisième pilier, le contrôle. Nous, les humains, avons une tendance naturelle à vouloir tout contrôler. D'un côté, certaines choses peuvent l'être, et de l'autre, il y a celles qui échappent totalement à notre emprise. Mais malgré cela, nous nous efforçons souvent de croire que nous pouvons aussi contrôler l'incontrôlable. On s'accroche à cette illusion, on lutte contre l'inévitable, et c'est ainsi que l'on se crée nous-mêmes une souffrance inutile. Au lieu de vouloir tout maîtriser et de subir ce qui nous échappe inévitablement, nous pouvons choisir une autre voie. Accepter de ne pas tout contrôler. C'est dans cette acceptation que nous pouvons nous libérer. Et c'est là le troisième pilier qui m'a aidé à me détacher progressivement de Métoc. Car en faisant des tocs, j'avais l'impression de garder une forme de contrôle sur des choses qui, en réalité, m'échappaient totalement. Quatrième pilier, les peurs et les traumatismes. Nos peurs et nos traumatismes sont profondément ancrés en nous. Ils nous bloquent, nous font souffrir et bien souvent nous conditionnent sans même que nous en ayons conscience. Qu'ils résultent d'une expérience douloureuse vécue directement ou qu'ils soient hérités de nos ancêtres, de notre arbre généalogique, de notre karma ou même de simples coïncidences malheureuses, ils sont difficiles à comprendre et encore plus à accepter, et parfois presque impossibles à surmonter. Ces peurs et ces traumatismes alimentaient directement Métoc. Par exemple, je me disais, si je ne fais pas ce rituel, je vais être malade ce soir. Ou encore, si je ne fais pas cette action, un proche va mourir demain. Ou peut-être que ça sera moi. Des pensées irrationnelles, mais terrifiantes, allant des plus extrêmes aux plus banales, et qui me piégeaient dans un cercle sans fin. Et c'est là le quatrième pilier qui m'a permis de me détacher un peu plus de Métoc. En m'appuyant sur les trois autres piliers, j'ai réalisé que continuer à subir ces peurs et ces traumatismes ne ferait que m'enfoncer davantage dans la souffrance. Pour en sortir, il ne s'agit pas de les fuir, mais de les intégrer pleinement avant de les accepter. Vous vous en doutez, c'est une épreuve extrêmement difficile. Pourtant, une fois cette acceptation atteinte, elle permet une fois encore de se libérer de toutes ces chaînes et de ces barrières mentales. Cinquième pilier, la confiance en soi. Ce cinquième et dernier pilier, je ne l'ai pas découvert pendant ni après mon trip.
mais quelques semaines plus tard, après réflexion en écrivant le script de cette vidéo. J'ai compris que la confiance en soi joue un rôle primordial. Si j'avais eu pleinement confiance en moi, en mes capacités et en mes propres jugements, je ne serais pas resté prisonnier de mes tocs aussi longtemps. Car, en réalité, mes tocs étaient une réponse directe à ce manque de confiance. Je me réfugiais dans ces rituels pour me rassurer, pour créer une illusion de contrôle et de sécurité. Mais ce n'était pas de la vraie confiance, juste une illusion temporaire qui entretenait encore plus le cycle des compulsions. Les 5 piliers que j'ai énoncés reposent sur une notion clé. Le fondamental même, l'acceptation. C'est en acceptant de ne pas avoir le contrôle de tout, en acceptant que tout est impermanent, en reconnaissant que l'espoir est une illusion, en acceptant et en dépassant nos peurs et nos traumatismes, en comprenant qu'il y a de la perfection dans l'imperfection et en développant une véritable confiance en soi, que j'ai réussi à sortir du cycle de mes tocs. Car tant que l'on subit les choses, tant que l'on lutte contre elles, cela crée du stress. Et le stress et toutes les ondes négatives ne font qu'amplifier la souffrance réelle. Mais lorsque l'on accepte, on cesse d'être esclave de ses peurs, de ses illusions et de ses compulsions. C'est là qu'a commencé le début de ma libération. Voilà, je vous ai cité l'essentiel de mes recherches actuelles à l'heure où je réalise cette vidéo. Après, il y a sûrement d'autres piliers, d'autres choses, d'autres notions que je vais, à l'aide d'une profonde réflexion, découvrir avec le temps. Et une fois que j'aurai acquis ces connaissances et que j'aurai enfin dépassé les tocs, je compte sortir une vidéo complète sur le sujet, ainsi que sur mon expérience personnelle du commencement à la libération que j'essaye d'atteindre. Et pour ce qui est de mon évolution actuelle, aujourd'hui je suis très heureux d'avoir compris et acquis tout ça. Du moins une bonne partie. Mais d'un autre côté, une part de moi redoute encore d'y replonger. Cette peur n'a pourtant pas de véritable justification. Elle est probablement juste le reflet d'une habitude ancrée après tant d'années passées dans ce cycle. Mais maintenant j'ai compris. J'ai réussi à ouvrir les yeux sur des choses auxquelles je n'avais jamais songé auparavant. Et c'est cette prise de conscience qui me permet d'avancer sans me laisser happer par mes anciennes peurs. Bon, c'est à présent la fin de la vidéo, je vous remercie déjà d'être resté jusqu'ici, et je vous remercie tout court d'être là. Et je me remercie également d'en être là où j'en suis, ainsi que d'avoir créé cette vidéo, qui m'aidera sûrement à avancer et à prendre du recul avec le temps. Je vous invite également à aller voir une superbe vidéo complète d'utilité première sur la réduction des risques pour Psychonautes. Elle est disponible sur la chaîne YouTube d'Eliacide et elle se nomme Guide de RDR pour Psychonautes. Si intéressé, je l'ai glissé en description. Et pour terminer, si le L vous intéresse davantage, j'ai glissé en description des liens de vidéos informations, de pages wiki et de forums RDR pour étoffer vos connaissances sur cette substance. Bon, je pense que j'en ai assez dit, je vous invite aussi à rejoindre l'Instagram officiel de la chaîne, et le lien se trouve encore une fois en description. Sur ce, je vous souhaite un bon instant, en vous remerciant d'avoir consacré du temps à ma personne. C'était Hallucination. Ciao.